Merci Marc d'avoir accepté cet entretien. Alors que l'année 2024 se termine, on va réfléchir, enfin on va regarder en arrière ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses en 2024. Et quel est l'événement géopolitique que vous retenez? Oui, c'est une année très chargée. Je ne vais pas être très original dans ma réponse. Je pense que je ne serai pas le seul à dire ça, mais c'est le retour au pouvoir de Donald Trump qui, à mon avis, est un événement vraiment marquant et qui peut changer la trajectoire d'un pays comme les États-Unis et qui peut évidemment avoir un impact global compte tenu du poids des États-Unis sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous attendez justement de il va arriver en janvier, dans quelques jours maintenant. Quel impact vous prévoyez pour le Moyen-Orient? Alors, ce qui est toujours difficile avec Donald Trump, c'est que c'est un homme qui nous a habitués à des surprises. Et parfois, il dit des choses, mais des fois, il dit le contraire. Et donc, c'est difficile de savoir ce qu'il va faire tant qu'il n'est pas en poste et tant qu'il n'agit pas. Je vous donne un exemple très simple et qui est en fait récent. Il a été interrogé, là, il y a 2 jours, sur la solution à 2 États dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et il a expliqué que pour lui, toutes les options étaient ouvertes. Sous-entendu qu'il n'était pas particulièrement attaché à la solution à 2 États, que ça pouvait éventuellement être une option, mais que un État, ça pouvait également être une option, sans préciser du tout les modalités. Et en fait, en janvier 2020, il faut se souvenir que Donald Trump avait proposé ce qu'il avait appelé le Deal of the Century, le deal du siècle sur le conflit israélo-palestinien. Et dans ce deal, il était bien question d'un État palestinien. Alors certes, ce n'était absolument pas l'État palestinien dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est pour capitale. Il n'était pas question de Jérusalem-Est comme capitale de cet État. C'était un État découpé en de multiples territoires reliés par des ponts ou des tunnels, mais c'était quand même un État. Et là, on voit que même cette idée d'État en quelque sorte croupion, entre guillemets, n'est plus nécessairement envisagée, mais sans que ce soit tranché. Il laisse les options ouvertes, et donc on peut s'attendre à des surprises. Est-ce que le fait que Donald Trump connaisse déjà la région est un avantage ou un inconvénient pour la région? Enfin, comment on le perçoit? C'est une région quand même qui a beaucoup changé depuis son premier mandat, et en particulier eu les attaques du 7 octobre avec ce massacre perpétré par le Hamas, et puis la guerre à Gaza qui a démarré dans la foulée, et puis ensuite une extension régionale avec la guerre au Liban, le Hezbollah qui en ressort extrêmement affaibli, qui a perdu ses principaux chefs, qui a perdu ses moyens militaires ou paramilitaires pour l'essentiel. Et puis ensuite, ça a continué, c'est-à-dire que la Syrie, là, vient de changer de gouvernement avec la chute de Bachar el-Assad. Et puis on a vu aussi que l'Iran s'en est mêlé directement avec ces frappes iraniennes directes sur Israël qui n'ont pas abouti aux résultats escomptés par les Iraniens, puisque la plupart des projectiles ont été interceptés. Et puis Israël qui a répondu, et qui a répondu en notamment détruisant l'essentiel des défenses antiaériennes iraniennes. Donc ça laisse la porte ouverte en fait à de futures opérations israéliennes potentiellement. Donc on voit vraiment que cette région a beaucoup changé. Et donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut tirer les leçons du premier mandat de Trump et puis essayer de, en quelque sorte, dérouler la bobine jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les premières nominations de Donald Trump, même si certaines doivent encore être confirmées, montrent une orientation qui serait évidemment très très favorable à Israël. Mais maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire concrètement, en particulier pour l'avenir de la Cisjordanie, pour l'avenir de la bande de Gaza aussi, et puis par rapport à l'Iran. L'Iran, pour Israël, c'est quand même l'ennemi suprême qui menaçait Israël notamment par ses proxys. Maintenant, ces proxys ont largement été affaiblis, voire pour certains ont quasiment disparu, et donc il reste maintenant le maître, entre guillemets. Donc là, il faudra voir, un, comment les Israéliens réagiront, deux, en cas de réaction israélienne, comment les États-Unis interviendront ou n'interviendront pas, et puis trois, est-ce qu'éventuellement ce sont les États-Unis qui pourraient prendre la main d'une manière ou d'une autre, hein, sur l'Iran par exemple. Là encore, hein, Trump pourrait être tenté de négocier un nouveau deal, et puis si ce deal échoue, éventuellement passer à d'autres moyens. Mais donc aujourd'hui, beaucoup d'options restent ouvertes, restent sur la table, et je pense que l'année 2025 nous réserve encore beaucoup de surprises et probablement également beaucoup de tragédies.
Est-ce que Israël a la capacité de faire une guerre, enfin de faire une guerre de cette sorte régionale sur le long terme? Alors la manière dont les Israéliens décrivent les choses, c'est qu'ils sont en guerre sur 7 fronts. Je ne vais pas les détailler parce que ce serait trop long, mais pour le moment, ils ont été capables d'être présents sur ces 7 fronts en même temps. Et leur capacité à durer a été une surprise, parce que si on se souvient du passé, les guerres israéliennes se comptaient généralement en jours. Il y a eu la guerre des 6 jours en 1967, une précédente guerre contre le Hezbollah a été qualifiée de guerre de 33 jours. Et là, ce qui a surpris, c'est la capacité d'Israël à durer déjà depuis plus d'un an. Alors on peut l'expliquer de plusieurs manières. D'une part, il y a eu un choc terrible le 7 octobre. Pour Israël, ça a été vraiment une menace existentielle qui s'est matérialisée, avec des traumatismes collectifs qui ont ressurgi, notamment par rapport à la mémoire de la Shoah et des pogroms. Donc ça, c'est une première raison, c'est-à-dire que généralement, dans des conflits asymétriques, on dit qu'il y a une asymétrie des volontés, avec l'acteur, entre guillemets, faible qui serait plus déterminé que l'acteur fort. Dans ce cadre-là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la détermination israélienne est extrêmement forte. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Un autre élément à prendre en compte, c'est qu'en fait, Israël n'a plus les mêmes moyens qu'il y a quelques années. C'est un pays qui a continué à s'armer et c'est un pays dont la démographie aussi a continué à évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays compte 10 millions d'habitants. Et effectivement, quand on a plus d'habitants, eh ben, ça permet aussi de durer plus longtemps dans les guerres. Et on voit que notamment ils arrivent à faire tourner leurs réservistes, ils arrivent à gérer ça. Évidemment, ça a un impact quand même sur l'économie et sur la société, mais ils ont montré leur capacité à gérer le temps. Est-ce que les espoirs de paix sont encore réalistes? Ou est-ce que ce sera une sorte de guerre larvée perpétuelle? Aussi, quand on parle de paix aujourd'hui en Israël, souvent on nous répond qu'on n'y croit plus vraiment, et que ce n'est pas le terme paix qui compte, mais le terme sécurité. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'ils peuvent établir des règles qui garantissent la sécurité du pays. Alors il faut dire qu'on est encore dans une période de guerre, il faut dire que le traumatisme du 7 octobre est encore très frais et encore très présent. Donc je pense que les espoirs de paix n'ont pas totalement disparu, ils pourraient revenir. La question, c'est dans quel cadre, et la question, c'est aussi de quelle paix parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une paix régionale? Et là, on a vu notamment que les accords d'Abraham, qui avaient été signés il y a quelques années avec plusieurs États du monde arabe, n'ont pas été suspendus par ces États. On parle encore d'une normalisation possible avec l'Arabie saoudite, même si l'Arabie saoudite met des conditions en place, et notamment celle de la création d'un État palestinien. Donc ça, c'est pour l'aspect régional. Et puis, le cas saoudien fait la transition avec le cas israélo-palestinien. Est-ce que la paix est encore possible? On voit que la solution à 2 États a été à nouveau brandie comme un mantra. La difficulté, c'est que là aussi, la situation sur le terrain a énormément évolué depuis 10 ans, 20 ans, même 30 ans depuis les accords d'Oslo, et qu'aujourd'hui, d'un pur point de vue géographique, démographique, il paraît extrêmement compliqué de concevoir cette solution à 2 États. Et puis en plus, vu le gouvernement actuellement en place en Israël, avec au sein de ce gouvernement une extrême droite qui pousse véritablement pour une solution annexionniste, eh bien on voit mal ces espoirs de paix se concrétiser. Maintenant, il ne faut pas désespérer, les gouvernements peuvent changer, il peut y avoir des nouvelles dynamiques en place, il peut aussi y avoir des pressions qui s'exercent, donc tout n'est probablement pas perdu, mais c'est vrai qu'on est dans une situation particulièrement difficile au niveau de ce conflit israélo-palestinien.